Salut, 19h45, l'heure d'ouverture au Petit Pilier, le café du commerce 100% en rugby au menu du jour. Avis de jeunesse au 15 de France, Paris audacieux ou avenir sur Paris d'avenir sur la jeunesse, on verra ça tout à l'heure. La mêlée de la discorde de la France serait-elle dans le collimateur du corps arbitral? La question se pose après le France-Argentine. Enfin, le dessert, la cerise sur le gâteau, la légende Gareth Thomas, un homme de fer. Ce soir, le café 100% rugby et 100% arabica, ça doit réveiller tout le monde. On reçoit Dorian Malvezin de la radio ARL. Bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Et Bernard Cavitian, rédacteur en chef adjoint de France 3 Aquitaine. On commence tout de suite. L'entrée du 15 de France, victoire 23-21 sur France-Argentine. Sur l'Argentine, c'est plutôt bien, moitié bien, pas bien. On a vu 2 matchs en un, on va dire. La première période quasi parfaite du 15 de France. On a vu que les 3 quarts étaient plutôt intéressants. Gaël Fickou, tous les Toulousains, que ce soit la charnière Dupont-Ntamak, c'était plutôt intéressant. Ça a pêché un peu devant, notamment avec Loré en 3e ligne, où il a beaucoup perdu de ballon. Et la première ligne, où Jeff Porro était... ça a été mitigé pour lui. Alors Champagne en première période, et puis vinaigre et amertume pour la seconde. Disons qu'on a eu beaucoup de chance. On perd ce match, je pense qu'il n'y a même pas scandale parce qu'on peut le perdre. Chaque équipe a eu sa mi-temps et les Argentins ont eu une belle deuxième mi-temps. Alors sans essai de 3 quarts, uniquement avec des essais d'avant, il faut quand même le souligner. Ça veut dire qu'on a eu quand même 2 trous en défense sur les groupes pénétrants des Argentins. Ça, c'était un peu inquiétant. Alors par contre... je vais dire que pour une fois, le sort s'est retourné parce qu'on a tellement perdu de matchs ces dernières années sur un drop de dernière seconde, sur une mauvaise action, etc. Mentalement, les Français ont tenu. Alors que c'était très compliqué, on pensait qu'ils allaient lâcher. Ils ont tenu, ne serait-ce que pour ça. Je trouve que c'est une satisfaction. Grégory nous résume avec un tweet un petit peu le match des Français. On va voir le tweet de Grégory. C'est un petit peu guerrier en première période, façon Arnold Schwarzenegger et puis notre Stallone national. Et puis en deuxième période, on a retrouvé la 5e compagnie. C'était ça avec beaucoup d'erreurs, vous l'avez dit. Oui, il y a beaucoup d'erreurs en deuxième mi-temps. Alors, ce que je retiens, moi, quand même, c'est qu'on ne s'est pas écroulé physiquement. C'est-à-dire qu'on a subi, mais avec les remplacements, le coaching que pour une fois, j'ai trouvé judicieux. Alors, il faut juste chercher si c'est toujours la patte Brunel ou si c'est déjà Galtier qui est là, parce que c'est quand même la grande interrogation. Mais le coaching a été judicieux parce que finalement, les anciens qui sont rentrés ont permis de tenir le match et Camille surtout Lopez, de faire bousculer. Le drop. Mais quand même, moi j'ai trouvé que ça a tenu, donc ça c'était bien. Et puis surtout, on ne s'est pas écroulé physiquement dans les 5 dernières minutes, ce qui en général nous arrivait tous ces derniers mois, ces dernières années. C'est Lily qui nous résume ça aussi par un autre tweet qui dit top à la jeunesse finalement, voilà le 15 de France tel que je l'aime, rapidité chez les jeunes et quelle vision chez les cadres. Alors finalement, un mixte entre les jeunes qui sont l'avenir et puis les cadres comme Camille Lopez qui n'a que 30 ans, qui permet la gagne, le drop de la gagne, enfin, il faut la tenter cette drop à 40 mètres des perches. C'est vrai que même à la base, on pensait qu'elle était trop courte. Mais félicitations aussi à Romain Ntamak parce que pour son premier match officiel, à la base, peut-être il ne devait pas être titulaire. C'était la concurrence avec Camille Lopez. Et il a presque fait un 100% à part la dernière. C'est vrai qu'on a beaucoup vu de demi d'ouverture se louper, que ce soit du côté du Japon, de l'Australie. Lui, il a réussi à marquer ses points. Donc c'est vrai que ce mixte jeunesse et expérience, c'est plutôt bon en première période. Bien sûr. Romain Ntamak, qui est devenu, vous l'avez dit, à 20 ans et 143 jours exactement, le plus jeune joueur français à avoir remporté un match du Coupe du Monde. Alors on l'a interviewé à la fin de la rencontre, c'est France Rugby qui a fait ça. On va l'écouter, Romain Ntamak, donc le plus jeune joueur français de l'histoire, juste après France-Argentine. Ça, c'est le petit bonus du petit commerce. Ouais, si tu veux, je peux te donner un petit. Forcément, on retient la victoire, on retient l'engagement aussi qui a été mis. C'est vrai qu'on fait une très grosse première mi-temps. En deuxième mi-temps, on est mis sous pression, on subit un peu,
on ne s'affole pas, même si on est en retard au score à un moment donné, on reprend vite le score avec un drop de Camille. Donc non, franchement, très content de la victoire. C'est clair qu'il y a quelques temps, on l'aurait peut-être perdu. Donc ça montre aussi le changement qu'il y a dans l'équipe, la sérénité qui en dégage et la solidarité qui est présente aussi. Je suis très vite que j'allais buter, donc je me suis entraîné toute la semaine. J'ai été mis dans de bonnes conditions aussi par les autres joueurs, par les membres du staff. Donc j'avais plus qu'à m'appliquer et je savais que c'était important. Donc j'ai essayé de faire abstraction de l'enjeu. Et j'ai eu la chance, ça m'a souri. On sait très bien qu'il nous reste encore 3 matchs. C'est vrai que celui-là était relativement important parce que c'était l'Argentine, un favori de la poule aussi, et il fallait bien rentrer dans la compétition. Donc celui-là a été très important. Et donc celui-là, on l'a gagné, on est très content, on va bien savourer. Et après, on va se reconcentrer pour les matchs qui arrivent parce qu'ils sont tout aussi importants. Ça, c'est l'interview de Romain Ntamak. Ntamak, donc 20 ans et 143 jours. On a Galficou élu meilleur homme du match, 25 ans. On a Antoine Dupont, 22 ans. C'est clair, les jeunes prennent le pouvoir. On oublie 2019 et on est déjà vers 2023. Il y a un peu de polémique quand même en France. Hein. Ça monte petit à petit. Hein. Oui, mais la génération Guirado, puisque lui, c'est le capitaine historique de l'équipe de France, c'est la génération qui a tout perdu. Si on regarde le palmarès, c'est quand même une génération. Guirado, c'est quand même, hélas, le capitaine qui était obligé de sortir à chaque fois du terrain en essayant d'être positif, alors qu'il avait systématiquement perdu les matchs, les rencontres, les tournées, enfin tout ce qu'on veut. Ntamak, c'est la génération champion du monde des moins de 20 ans, un palmarès déjà incroyable avec son club, avec l'équipe des moins de 20 ans. Et on voit que tous ces jeunes qui, petit à petit, sont en train de s'insérer dans le top 14, c'est des jeunes qui ont l'agnac, qui ont le jeu, la vista et qui sont capables de faire des résultats. Alors on va dire qu'il y a du politiquement correct au niveau de la Fédération française du rugby. Pourquoi ? Parce que par exemple, le président Bernard Laporte s'est fendu d'un petit message quand même dans le Parisien en disant 15 de France, on ne fait pas un concours à la jeunesse. C'est-à-dire que l'équipe de France est la 3e nation la plus jeune de cette Coupe du Monde, mais il se dit bon, faut y aller mollo parce que on va me critiquer. Faut pas dire qu'on oublie la Coupe du Monde 2019 pour se lancer vers 2023. Là, il marche sur des yeux, le président, ou quoi là ? Non, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est dans une situation extrêmement compliquée. Tout le monde pensait qu'on allait se prendre une branlée. Ça allait être la raclée contre l'Argentine d'entrée. On perd contre l'Argentine, je veux dire que la Coupe du Monde, elle est quasiment finie. On rentre à la maison. Parce que gagner contre l'Angleterre, c'est possible, mais c'est pas fait. Enfin, quand on voit comment jouent en ce moment les Anglais, ça va être quand même très très compliqué. En gagnant contre l'Argentine, on se donne le droit d'aller sans doute vers la 2e place. C'est pas encore fait, mais on a cet espoir-là. Dans tous les cas de figure, qu'est-ce qu'on pourra faire au-delà des quarts ? Si on arrive en quart, je dirais que pour la fédération, c'est déjà quasiment un exploit. On est arrivé en quart, tout va bien, on est dans les meilleures équipes mondiales et tutti quanti. Mais derrière, c'est quand même 2023 qui arrive très vite en France et que cette génération-là, des moins de 20 ans, des 22 ans, des 25 ans, elle va être à pleine maturité. Et je pense qu'on a raison de les faire jouer. Alors messieurs, pour vous, on va regarder un tweet de France TV Sport. Pierre-Louis Barassi, qui évolue à Lyon, 3e joueur des moins de 20 ans, champion du monde en 2018, qui est appelé pour remplacer Wesley Fofana. C'est clairement dans cette logique-là, on est lancé vers 2023. Oui, lancé 2023, et en plus, il y a encore des jeunes qui restent en top 14. On pense à Mathieu Jalibert, Baptiste Couillou, Louis Carbonel. Enfin voilà, il y a encore du beau monde en top 14 à cette génération-là. Mais pour revenir sur Ntamak, ce qui est bien, c'est qu'il était demi d'ouverture. Après, il a changé de poste. Il était passé centre quand Camille Lopez est entré. Donc ça, c'est pas, voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui arrivent à changer directement de poste, vu que c'est pas le même en plus. Il a plutôt bien réussi en plus. Alors clairement, la polémique que lance Mathieu, que tout le monde un petit peu, dont tout le monde parle en disant, Mathieu dit, je comprends pas bien la venue de Pierre-Louis Barassi pour remplacer Wesley Fofana. On a des joueurs cadres qui ont fait la prépa, qui sont prêts physiquement, qu'on laisse de côté. Vous, ça vous interpelle ou clairement c'est la politique de communication de la Fédé qui laisse encore à désirer. Va falloir expliquer au public français qui veut qu'on fasse quelque chose en Coupe du Monde. Mais Barassi fait le nombre. Ça ne veut pas dire qu'il va être forcément sur la prochaine feuille de match. Non, bien sûr. Mais il fait le nombre. En tout cas, le signal qu'on donne, c'est qu'on fait venir un jeune. Bon, je pense que dans l'équipe, dans ceux qui n'ont pas joué, etc., il y en a quelques-uns qui ont encore des choses à montrer ou à prouver dans les 2 prochains matchs. Parce que
Bon, on a gagné l'Argentine. C'est long, 10 jours de repos. C'est C'est très, très long. 10 plus et 4 jours après, les Tonga. Et après, on enchaîne États-Unis, Tonga, Angleterre, dans des délais extrêmement courts. Il va falloir faire tourner l'effectif. Eh ben, tourner l'effectif, on va tourner la thématique. Après l'entrée l'entrée du 15 de France dans cette Coupe du Monde, le plat de résistance qui là va être un petit peu lourd à digérer, je pense, messieurs, c'est la mêlée. 10 jours avant d'affronter les Américains et 4 jours avant les Tongiens, il y a du boulot pour éviter les couacs ou l'indigestion, notamment en mêlée en France. C'est une affaire sacro-sainte, la mêlée. On est resté bloqué sur un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, Bernard, sur la mêlée. Sûr. La mêlée, on vit sur le mythe de la force basque. Hein. C'est-à-dire qu'on a connu l'époque des piliers basques, des talonneurs basques. Et donc, les costauds, les gros, comme on dit. La mêlée française était réputée pour ça. On continue à vivre un peu sur ce mythe. Et on veut absolument emporter une mêlée sur 50 mètres et puis aller marquer l'essai dans la foulée. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, standard international, 10, 12 mêlées par match. On vit un peu sur le top 14 où on les refait sans arrêt. Au niveau international, c'est pénalité ou coup franc. Dès que ça ne se joue pas bien. Donc cette mêlée, elle n'a plus la même importance. Et on l'a bien vu dans le match contre l'Argentine. Il n'y a pas eu tant de mêlées que ça. Mais par contre, les rucks, il faut être présent. Oui, mais pourtant, Bernard, on va regarder. Ça énerve, ça agace, ça, que dis-je ça stresse Jefferson Poirot de l'UBB qui dit... L'arbitrage en veut à l'équipe de France. On a une réputation de tricheur. On s'est fait siffler 3 coups francs, 2 pénalités sifflées par l'arbitre de France-Argentine. On est les petits canards de la mêlée. Mais il a raison de râler Jefferson parce que très honnêtement, c'était un arbitre australien. Bon, visiblement, lui, il n'a pas l'habitude d'arbitrer des matchs avec des grosses mêlées d'opposition. C'est vrai que les nations du Sud, bon, ils ont des grosses mêlées parce que les All Blacks, il ne faut pas oublier que la dernière Coupe du Monde, ils ont emporté tout le monde avec leurs mêlées. Mais quand même, globalement, on ne perd pas de temps en mêlée parce qu'on joue, et on joue beaucoup plus. L'arbitre australien, il a sifflé des fautes côté français. Elles y sont sans doute. 4e, 12e, 27e, 47e. Par contre, les mêmes fautes côté argentin en deuxième mi-temps, il ne les a pas sifflées, il fait refaire les mêlées. C'est pas logique. C'est là où ça agace Jefferson Poirot parce qu'il dit, nous on est ciblés, les Français, on est tout le temps ciblés, c'est régulier, c'est récurrent, et on n'a pas sifflé de l'autre côté. Mais on est d'accord, il a raison. Après, j'ai envie de vous dire, spécialiste ou supporter, on est habitué. Moi, je ne suis pas étonné que la mêlée française soit mauvaise, vu qu'en top 14, on refait 4, 5, 6 fois à chaque match les mêlées. Pour les supporters qui ont vu UBB Stade français, on a refait au moins 5-6 fois les mêlées. Et à chaque fois, ils ont été pénalisés. Il y a un gros problème sur ça. On va voir, c'est Vincent qui essaye de nous expliquer la mêlée en disant, dans un tweet, en gros, c'est la quadrature du cercle. Ça a l'air hyper compliqué pour faire une bonne mêlée. Il ne faut pas pousser avant l'introduction. Dorénavant, un joueur doit former un triangle rectangle dont l'hypoténuse est proportionnelle à l'inclinaison. C'est drôle, mais il n'a pas totalement tort quand on voit le nombre de fois UBB, Stade français, il n'y a pas qu'en international. Pendant une demi-heure, on a refait les mêlées, il n'y en a pas une qui a été correcte. C'est insupportable. Les demi-finales de top 14 l'année dernière, c'était pareil. On est habitué, on va dire, à voir ça. C'est pour ça que je ne suis pas étonné que le 15 de France se loupe en mêlée. Mais il faut faire attention parce que face au Tonga, certes, c'est le 3e match. On avait perdu face à eux en 2015 à la Coupe du Monde. On croit que c'est facile. Techniquement, ils sont très mauvais, les Tongiens, mais physiquement, ils peuvent nous manger en mêlée, quoi. Là, j'ai vu les Géorgiens contre le Pays de Galles. Ils sont capables, avec un pilier de moins, donc en fait un avant de moins, d'emporter la mêlée galloise. Donc il y a des équipes qui sont costauds. C'est quand même un élément du jeu qu'on ne peut pas négliger. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on admette qu'il vaut mieux faire une mêlée courte, propre, sans chercher à enfoncer l'adversaire, et garder du jus pour tout le jeu à côté, le jeu à la main. Parce que Jefferson Poirot... Il vous plaît, je sais qu'il vous plaît, Bernard Jefferson Poirot, mais il a souffert, il a quand même souffert face à l'Argentine. Et du coup, il y a déjà des rumeurs, est-ce qu'on va changer justement notre première ligne pour les Américains? La venue d'un Demba Bamba, donc là, Demba Bamba, c'est du costaud de chez costaud. Hein. Oui, mais il faut regarder Poirot, ce qu'il amène aussi dans un match, parce que c'est un gros plaqueur, c'est un joueur qui est capable de passer la balle, de se mettre dans la ligne d'attaque, etc. Et aujourd'hui, un pilier moderne, c'est pas que pousser comme une bête, parce que le jeu, il est d'abord sur 80 minutes. On joue 80 minutes. Il
faut pas oublier ça, il y a les remplaçants, et il faut être capable d'être à tous les bouts du terrain. Puis les Argentins, c'est un peu comme les Italiens au foot, sont très joueurs aussi dans les mêlées. Voilà. On a vu face à Jefferson Poirot et voilà. Moi, je pense que son vis-à-vis, il a triché toute la partie, mais c'est tombé contre Poirot. Ouais, mais dans la suite, Poirot, il dit bon, ça m'agace, on est dans le collimateur. Et puis il rajoute Jefferson, il y a beaucoup des aficionados du petit pilier qui ont dû le voir. On va revenir à l'ancienne règle, on va faire comme les autres. Eh ben, on va pousser avant l'ordre d'introduction. Ça, c'est interdit par l'article 19.10 des rules. Donc, si on fait ça, vu qu'on est la France, on est dans le collimateur, on va se faire siffler, encore et toujours. Mais c'est ce qui était arrivé pendant des années à Rabah Slimani, qui a été obligé de revoir ses positions mêlées, etc., parce qu'il était souvent systématiquement sifflé. Et on sait bien, c'est l'ancien pilier qui parle, on sait bien qu'on peut tricher. Il y a des tas de manières de tricher et que l'arbitre, à un moment donné, il fait son choix. Il siffle parce que, très franchement, la deuxième mi-temps, il doit y avoir plusieurs pénalités contre l'Argentine que l'arbitre ne siffle pas. Angus Gardner, l'arbitre australien, avait décidé quand même, on a un peu senti qu'il avait la première ligne française dans le collimateur et que c'était déjà d'avant. Il y a des précédents, il y a un passif avec cet arbitre et l'équipe de France. Mais en tout cas, la façon de jouer les mêlées de l'équipe de France. Mais commençons déjà en top 14, faisons des mêlées plus propres, c'est-à-dire que déjà, dans chaque camp, on se dit qu'on va arrêter de chicaner, on va jouer des mêlées propres, parce que j'ai regardé le match sous la pluie, là, par exemple Écosse-Irlande, dans les rucks, les Irlandais, c'est impressionnant, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément fait un jeu génial, mais ils pourrissent tous les ballons, ils sont capables d'être là, de les récupérer, et aujourd'hui, la bataille, elle est plus dans les rucks que dans les mêlées. Le problème, c'est qu'on est très mauvais dans les rucks, les Français, c'est ça le problème. Physiquement, on est un peu... Il faut que, je pense, à mon avis, on garde de l'influx dans les rucks. Donc pour vous, pas de changement à faire dans la première ligne, il faut rester fidèle. Non, il faut faire tourner parce qu'il va y avoir des rotations à cause du calendrier. Bon, les 10 jours, il y a encore un peu de temps pour bosser. Mais très franchement, je pense que Poirot est un très très bon pilier. Bon, alors Brunel et Galtier, si tu l'entends, Bernard a décidé de garder Jefferson Poirot, c'est le message. C'est parce qu'on est très chauvin aussi. Il joue à l'UBB. Voilà, c'est pour ça. Demba Bamba, il n'était pas si loin que ça. Non, il n'est pas loin. Donc on va garder ça. Dernier thème, messieurs, c'est le petit dessert, la cerise sur le gâteau. L'affaire de la légende Gareth Thomas, ex-capitaine du Pays de Galles, aux 4 Coupes du Monde passées par Toulouse. Il a annoncé le 14 septembre sa séropositivité. Il avait fait son coming out en 2009. Et dès le lendemain, le 15, il finit l'Ironman de Tendy, donc au Pays de Galles, en un peu plus de 12 heures. C'est important, justement, c'est une légende, Gareth Thomas, qui a cassé, qui essaye de briser des tabous. C'est important dans le monde du rugby. Je pense que c'est important parce on le voit arriver sur la fin de son Iron, il se met dans les bras de son conjoint. C'est une image forte. Il a salué tous les spectateurs. Il a été acclamé, il avait peur. Il a été acclamé tout le long d'un Ironman. Je vous rappelle, 3800 mètres de natation, 180 bornes de vélo et un petit marathon pour finir. Le gars, il a fait fort. Oui, non, mais de toute façon, forcément, aujourd'hui, il faut essayer de faire bouger les mentalités, quels que soient les sports. On voit bien que chez nos camarades du football, il y a beaucoup de choses à dire sur les cris des supporters, etc. Et que des joueurs, surtout Gareth Thomas, qui est vraiment une légende galloise, passé par Toulouse, fasse ce travail-là, cette information-là, finalement, c'est très bien. Le faire publiquement et le faire en assumant et en disant quand même que pendant des années il a eu peur. Pour vous, ça parle d'Orient, c'est ce qu'il faut faire ou chacun sa méthode. Maxime Médard, par un tweet, a félicité l'exploit Ironman, mais aussi l'homme et son courage. Après voilà, c'est un beau message par rapport peut-être à certaines personnes qui sont séropositives, qui se disent ça y est, ma vie est terminée, foutue, je ne peux plus rien faire. C'est un Gallois qui est très connu au Pays de Galles, donc je pense qu'au Pays de Galles, ça a dû marquer certaines personnes. Ça peut marquer aussi dans le monde entier, car c'est un nom. Thomas, c'est une légende. Voilà, c'est une légende. Donc voilà, c'est un beau message passé par rapport à ça, en disant certes on a ça, mais on peut continuer à vivre derrière.
Ouais, il l'a dit, hein, on vit avec le VIH. Par contre, les tabous, c'est bien compliqué. Voilà, messieurs, eh ben, on va fermer. C'est l'heure déjà de la fermeture du petit pilier. Ça va super vite. N'oubliez pas, Jefferson Poirot pour l'équipe de France. Rendez-vous la semaine prochaine pour le rendez-vous des amoureux du ballon ovale. Bye bye.